Qui a gagné? Mais ça, c'est évident, c'est la Russie. Pourquoi la Russie? C'est parce que quand vous regardez la carte de l'Ukraine, toutes les régions où vous avez des minéraux, des terres rares et des métaux précieux, du lithium, toutes ces régions-là, en fait, elles ont été prises par les Russes. Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 27 février 2025 du Live de TV Finance, votre émission quotidienne consacrée au décryptage et à l'analyse de l'actualité et de son impact sur les marchés financiers. Et eh bien, nous allons ouvrir non pas notre page économique, mais notre page géopolitique avec notre invité Sylvain Logan-Adin. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Sylvain. Vous êtes fondateur d'Ultra Bourse, spécialiste des questions notamment géopolitiques. La géopolitique aujourd'hui est au cœur de l'actualité, vous le savez tous. Hier, nous avons appris que Kiev et Washington étaient en passe de signer un accord minier qui devrait être donc signé demain à Washington. Accord minier dont les contours sont assez flous. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il concerne les terres rares russes. Ce qu'on sait également, c'est que Trump demande que l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN. Et ce qu'on sait également, c'est que l'Ukraine devra abonder à un fonds, etc., un fonds spécial. Tout ça, on va revenir dessus avec vous. Vous allez très bien nous l'expliquer. Mais avant, juste une question comme ça. Donc, cet accord, c'est un début d'accord de paix. Qui a gagné ? Qui a gagné? Mais ça, c'est évident, c'est la Russie. Pourquoi la Russie? C'est parce que quand vous regardez la carte de l'Ukraine, toutes les régions où vous avez des minéraux, des terres rares et des métaux précieux, du lithium, toutes ces régions-là, en fait, elles ont été prises par les Russes. Et ces régions, c'est Donetsk, Donbass, Zaporijjia, la Crimée. Toutes les régions qui restent à l'Ukraine sont des terres, entre guillemets, qui sont dépourvues de ressources, de matières premières. Vous avez à la limite, dans le nord de l'Ukraine, une des régions qui reste contrôlée par l'Ukraine, une zone qui est riche en pétrole et en gaz, mais c'est tout. Okay. Tout le reste, tout ce qui est agricole, où toutes ces zones les plus importantes ont été prises par les Russes. Et au final, on se dit que c'est une guerre qui a coûté à peu près 700 milliards à la Russie. 700 ou peut-être 1000 milliards de dollars. Ça vous paraît beaucoup, mais quand vous regardez le prix que ça rapporte, les ressources qui auraient été gagnées par la Russie s'estiment à 12 000 milliards de dollars. D'accord ? Sur les 26 000 milliards de dollars de l'Ukraine, 12 000 milliards. Donc je mets 1000 pour récupérer 12 000. Ouais. C'est 1 pour 12. Donc si vous voulez, le coût humain a été énorme, mais le jeu en valait la chandelle d'un point de vue strictement financier. Strictement financier. On va voir après dans quelle mesure ces terres rares dont on fait référence sont accessibles, sont exploitables. Je rappelle quand même qu'il y a plus d'1 million de mines au-dessus de ces réserves. C'est pas Washington, c'est pas les Américains le grand gagnant finalement. Ils sont en train de récupérer un sous-sol minier censé être riche, censé, on verra dans un instant s'il l'est réellement ou pas, sans avoir envoyé un seul homme, en ayant déboursé 100 milliards de dollars. Vous pareil, c'est le ratio 100 milliards, 12 000 milliards, il n'est pas meilleur du côté américain? Alors, si vous voulez, moi je pense que les États-Unis sont en train de limiter la casse. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépensé 100 milliards de dollars en aide, comme vous le dites, et ils ont négocié, Trump a négocié 500 milliards à la base. Il a dit à Zelensky, écoute, tu me rembourses pour 500 milliards de minéraux et métaux précieux, et si tu veux, on est quitte. Et maintenant, aujourd'hui, ça commande de beaucoup moins, parce que dans l'accord qu'il va signer très probablement demain avec l'Ukraine, il n'est plus question de 500 milliards. Donc en fait, ils ont dû tomber d'accord sur 200, 300, on n'en sait rien. Bon, ils ont mis 1, ils ont récupéré 2 ou 3. Donc les États-Unis sont pas les grands gagnants, sont des gagnants. Les grands gagnants, c'est les Russes, c'est ceux qui récoltent le plus de ressources au prix, bien évidemment, d'un effort humain considérable. Les États-Unis, c'est les seconds gagnants. Les grands perdants de ce deal, de cette guerre, au final, c'est les Européens, pour une raison qui est très simple. On a payé quasiment 200 milliards d'euros et c'est ce qu'on a apporté à l'Ukraine en termes d'aide, que ce soit financière ou matérielle. Et au final, on se retrouve à être un petit peu les vigiles de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que Donald Trump demande aux Ukrainiens, écoute, on termine la guerre avec la Russie, vous ne rejoignez pas l'OTAN, vous devenez une zone non militarisée, et en fait, c'est les Européens qui vont payer sur leur propre denier la protection de l'exploitation des ressources dont tu me donneras 50%. Donc, l'Europe a donné 200 milliards d'euros à l'Ukraine pour devenir son vigile, voilà, c'est-à-dire en fait faire le garde-frontière. On va mettre 5% de notre PIB dans la défense en France, et c'est ce qui est demandé par Trump, et puis on va mettre des petits soldats qui feront les vigiles et qui protégeront les intérêts des Américains, qui vont prendre 50% des ressources, et les Russes auront gagné leur coup. Donc les vrais perdants, c'est nous en réalité. L'Europe, évidemment. La Chine, est-ce que la Chine n'est pas une des perdantes finalement de ce projet de paix, dans la mesure où c'est aujourd'hui le premier fournisseur mondial de terres rares? Est-ce que finalement elle
ne vient pas de voir les États-Unis rentrer de nouveau dans une compétition mondiale? Alors pour moi, la Chine, c'est 85% des terres rares. Donc au final, il n'y a pas de sujet. L'uranium, si vous voulez, l'uranium qu'il y a en Ukraine, tout ça. Enfin, déjà, les chaînes d'approvisionnement se sont réorganisées, notamment autour du Canada et d'autres pays qui fournissent l'uranium que l'Ukraine n'a pas pu fournir. Donc je ne pense pas que la Chine ait quoi que ce soit à perdre là-dedans. Vous me parlez peut-être de la Chine à propos du lithium, c'est-à-dire le lithium pour les batteries, qui permet de produire les batteries, mais je ne pense pas que ça soit un grand... Voilà, les États-Unis ne vont pas devenir du jour au lendemain. Ça va leur permettre de moins dépendre de la Chine, mais c'est pas non plus... Et on sait que les États-Unis le cherchent absolument. Le Groenland, quand ils voulaient en faire l'acheter, c'était pour avoir accès aux terres rares. L'Ukraine, on comprend désormais que maintenant, effectivement, cette guerre se faisait sur fond d'accès à cette matière première. On va revenir sur le projet d'accord cadre qui doit être signé demain à Washington contre Zelensky et Donald Trump. Qu'est-ce qu'il contient exactement ? Alors ce projet, il contient des éléments dont on n'a pas connaissance. Moi j'ai cherché partout, je pense que vous aussi. On a quelques informations clés qui ont fuité, c'est-à-dire les États-Unis ont réussi à négocier le fait de ne pas envoyer de soldats, donc aucune protection, aucune contrepartie en échange d'environ 50% des ressources en fait ukrainiennes qui seront des revenus tirés des ressources qui vont être exploitées en joint venture par on estime le coût des reconstructions des différentes infrastructures ukrainiennes à 500 milliards de dollars, en fait, 480-500 milliards de dollars. Donc ça va être un marché aussi considérable. On sait déjà que de gros asset managers comme BlackRock sont déjà positionnés sur le marché ukrainien pour aider à la reconstruction. Donc les États-Unis vont bien évidemment profiter en fait de la reconstruction de l'Ukraine, que ce soit dans le secteur du BTP, reconstruction des infrastructures et exploitation de ces infrastructures, le tout bien évidemment protégé par les vigiles européens qui enverront quelques soldats protéger tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu ça le deal qui va être négocié demain avec Zelensky. Ils vont également, à mon avis, parler de l'avenir. Il va sûrement, du coup, devoir se retirer du pouvoir, parce que je vous rappelle que son mandat est censé s'être arrêté en mai 2024. État d'urgence, il a conservé le pouvoir en 2024. Donc ils vont sûrement choisir un successeur qui sera vraisemblablement soit pro-russe, soit pro-américain, soit les deux, quoi. Ce qui est possible, soit les deux, et ce qui pourrait avoir du sens. Il y a aussi également un aspect qui n'est pas cité, qui n'apparaît pas dans cet accord, c'est les garanties de sécurité que les Américains pourraient offrir à Kiev. Très clairement, Donald Trump a dit, comme vous l'avez dit, c'est aux Européens de s'occuper de la sécurité de l'Ukraine. Ceci étant, est-ce qu'on ne peut pas supposer qu'une fois que les entreprises américaines seront sur le sol ukrainien pour exploiter son sous-sol, est-ce que ça équivaut pas déjà à une forme de garantie de sécurité ? Non, parce que si vous voulez, je pense que Washington n'enverra pas l'armée américaine, ne va pas mettre son budget de la défense là-bas, pour une raison qui est très simple. Si vous avez regardé, il y a un autre dossier géopolitique qui est assez chaud en ce moment, c'est l'Antarctique. Vous avez la Chine qui a envie de créer ce qu'ils appellent la Silk Road, donc c'est-à-dire la route de la soie, mais au niveau antarctique. Donc ils veulent rejoindre en fait par l'Antarctique l'Europe en faisant tout le tour. Vous avez la Russie, les États-Unis, le Canada qui sont en train aussi de rentrer sur cette... Parce que la Russie et la Chine qui sont déjà plus ou moins, la Russie qui a réouvert des bases qui existaient déjà, exactement, parce que c'est une terre qui est riche en fait en matières premières, pareil, pétrole et toutes ces choses-là. Donc je pense que les États-Unis n'ont pas intérêt à ouvrir 10 000 fronts. Ils sont en train d'en terminer un. Ils s'en sortent très bien financièrement. Honnêtement, vu ce qu'ils ont mis, ce qu'ils récupèrent, c'est très bon. 12, exactement. Et donc ils peuvent aller se concentrer maintenant sur l'Antarctique, qui va être à mon avis le prochain sujet de négociation avec Trump qui veut racheter le Groenland. C'est pour vous dire. On fait effectivement la course à la matière première, l'intelligence artificielle qui est en sous-jacent de tout ça, la lutte pour l'hégémonie technologique mondiale. On va parler de ces ressources maintenant, puisque après 3 années de guerre, on imagine que la capacité réelle d'exploitation de ces ressources est difficile et délicate, d'autant plus qu'à la lecture des cartes de guerre, on se rend compte que ces zones, ces mines, sont actuellement occupées par la Russie. Comment va faire les États-Unis ? Comme je vous le disais, la majorité des ressources les plus intéressantes, charbon, lithium et toutes ces choses-là, sont dans des zones qui sont de toute façon contrôlées par les Russes. Donc je pense que dans les négociations entre Washington et Kiev, et ce qu'a très probablement négocié Trump avec Poutine en Arabie Saoudite via leurs 2 délégations qui se sont rencontrées il y a quelques temps, c'est justement comment est-ce qu'ils vont se mettre d'accord sur toutes ces terres-là. Parce que tout ce qui est intéressant est aujourd'hui sous le giron russe. À la limite, ce qui reste
à l'Ukraine, dans l'heure actuelle, c'est le pétrole et le gaz, d'accord, dans les régions du Nord et tout à l'Ouest. Mais le pétrole et le gaz, bon, les États-Unis en ont déjà. Ils ont du gaz naturel liquéfié et puis ils font du pétrole de schiste. Donc, je pense que c'est plutôt avec la Russie qu'ils vont négocier des entrées, des accès pour avoir accès justement aux terres rares. C'est pas vraiment avec Zelensky qui va, à mon avis, très probablement concéder ces territoires. Je vois mal comment il pourrait renverser cette négociation dans la mesure où il n'a pas d'effet de levier. D'accord. Il n'a pas vraiment d'effet de levier. Non, il n'en a même pas du. Il n'en a pas du tout. Il n'en a pas du tout. Il n'a pas d'argument, si vous voulez, qui lui permettrait de faire pression sur Washington en disant à Washington, nous ne céderons aucun territoire. Je veux dire, c'est terminé. Ils n'ont plus d'armée. Est-ce qu'on peut donc, ils ont plus d'armée justement. Est-ce qu'on peut supposer que les Américains vont arrêter de soutenir l'Ukraine également? Ils ont déjà arrêté de soutenir. Dès l'élection de Trump, dès l'investiture de Trump, on va dire le 19-20 janvier, où on a vite compris à qui on avait affaire, c'était la guerre est terminée, vous nous rendez notre argent, on demande 500 milliards alors qu'on a donné 100, pour au final récupérer peut-être 200 ou 300. Voire 12 000, comme vous disiez. Alors les 12 000, c'est plutôt la Russie qui les récupère, parce que c'est les ressources qui sont chez eux. Alors effectivement, s'ils se mettent d'accord entre eux... d'accord, exactement. Alors justement, on va parler de ces réserves de terres rares. La dernière fois qu'elles ont été, on va dire, estimées, c'était il y a 40 ans, sous l'URSS. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du réel potentiel de l'Ukraine en matière de terres rares? Alors, les informations, pareil, sont très disparates. Vous avez des sources différentes qui vous donnent des chiffres différents, mais pas de sources précises. On estimerait le potentiel de terres rares de 10 à 20 millions de tonnes. D'accord, on aurait 10 à 20 millions de tonnes de terres rares en Ukraine exploitables. Donc le chiffre précis, il faudrait être une entreprise spécialisée pour l'avoir. Et à mon avis, c'est un secret bien gardé. Par contre, à mon avis, les États comme les États-Unis savent exactement de quoi il s'agit. Donc oui, on dirait 10 à 20 millions de tonnes. Mais encore une fois, c'est une estimation à voir. Oui, c'est ça. Et puis de toute façon, on imagine difficilement les États-Unis se lancer dans un projet sans retour sur investissement, quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça. Quoi qu'il arrive. In fine, la guerre en Ukraine n'est qu'une reconfiguration des chaînes d'approvisionnement en minerais stratégiques sur fond de dépendance mondiale envers la Chine pour les terres rares. C'est finalement ça, la guerre en Ukraine. Alors, c'est une conséquence, encore une fois, c'est pas la cause de cette guerre, c'est une conséquence. L'Ukraine est en fait un fournisseur de blé, un fournisseur agricole historique. Tous à la base. Exactement, historique. C'est un fournisseur également de matières premières, d'uranium, très important. Et les chaînes logistiques se sont réorganisées autour du Canada et d'autres pays qui ont fourni justement ce que l'Ukraine devait fournir initialement. Encore une fois, il y a 500 milliards de dollars à dépenser pour reconstruire les infrastructures. L'Ukraine a connu un déficit, elle est en déficit de 20-25% de son PIB. Donc, bon, on a une sacrée récession en Ukraine ces 3 dernières années. Il faut relancer la machine économique petit à petit. Et puis, en fait, vous avez également un effet qui est très important. Vous avez 10 millions de personnes sur 45 qui ont fui. D'accord ? Donc, il y a eu un mouvement migratoire énorme en interne, 3,5 millions de personnes, 6,5 millions qui sont partis à l'étranger. Ça va forcément aussi avoir un impact sur la reconstruction du pays, sur ses finances. D'accord ? Donc il y a 10 millions de personnes à potentiellement récupérer, ou je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais c'est un enjeu stratégique aussi pour l'Ukraine. Du coup, par la force des choses, dernière question, Sylvain, le capitalisme encore à la rescousse de la paix dans le monde? Alors le capitalisme à la rescousse de la paix dans le monde, je ne sais pas. Moi, vous savez que je ne suis pas communiste, je pense que c'est un secret pour personne. Je nuancerai quand même le propos dans la mesure où je me rends bien compte que ce conflit profite bien évidemment à certaines personnes. Quand on vous dit qu'on va augmenter le budget de la défense des pays européens de 2 à 5%, il y a du business. Je veux dire, bon, c'est énorme, il y a un marché. Exactement. Donc ces guerres-là, au final, c'est du business. C'est-à-dire que quand on doit reconstruire un pays et dépenser 500 milliards de dollars, ça va générer de la croissance. À quel prix ? Potentiellement 1 million de morts. Donc c'est toujours la même question, c'est on gagne, à quel prix? Il faut trouver un équilibre entre les deux. Mais effectivement, bon, le communisme a fait aussi énormément de mal. Exactement. Bon, on va finir effectivement. Donc c'est effectivement se dessine le début d'un plan de paix en Ukraine. On en est vraiment satisfait et soulagé, puisque comme vous le dites, c'est près d'1 million de morts depuis 3 ans, côté russe, côté ukrainien, civil, militaire. Donc oui, effectivement, il était temps que ça cesse. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Sylvain Le Ganadin, vous êtes fondateur d'Ultra Bourse et avec nous, je l'espère, de nouveau pour commenter
la situation géopolitique mondiale. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt. Nous on marque une courte page de publicité, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 27 février. À tout de suite.